7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et pour évoquer ce recours à l'article 49 alinéa 3, nous sommes en compagnie d'un professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Frédéric Savicki. Bonjour. Bonjour. La fin des partis, c'est l'ouvrage que vous publiez avec Igor Martinache. Une réaction à ce que vient de dire Frédéric Seyss, à ce fait prévisible, attendu, et cette partition, dit Frédéric, qui aurait été répartie entre le gouvernement et l'opposition. Comme souvent avec les chroniques de Frédéric Seyss, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Enfin, tout a été... On peut commenter. Tout a été dit. Alors effectivement, on peut faire de l'exégèse, voilà. Et on peut effectivement compléter sur tel ou tel point. Bon, il a raison effectivement en soulignant le fait que c'était largement attendu. Bon, si c'est attendu, c'est aussi évidemment parce que cet instrument-là vient ponctuer une phase de conflit qui n'est pas terminée d'ailleurs extrêmement dure. C'est-à-dire que le gouvernement n'a jamais véritablement essayé de construire un minimum de consensus avec soit une force politique, soit même une force syndicale, soit des représentants. Donc, au fond, même s'il y a là un dispositif classique, il y a aussi effectivement la terminaison d'un processus violent. On pourrait dire, si on compare ce qui s'est passé en France dans ce cas de cette réforme des retraites par points à ce qui s'est passé en Suède ou même en Italie dans les années 90, les réformes, eh bien, là, il y a eu un travail de préparation beaucoup plus long et puis une tentative effectivement beaucoup plus élaborée de construire un minimum d'accords, de compromis, sinon de consensus, avec les organisations syndicales, mais aussi avec des partis et des représentants de partis d'opposition, avec des associations de retraités. Là, évidemment, et on peut s'interroger sur le fait de savoir si c'est propre à la Ve République, si c'est propre à ce gouvernement, et à ce gouvernement, on pourrait dire, largement, en quelque sorte, constitué de gens qui sont en apesanteur partisane pour apesanteur partisane, là il va falloir que oui, parce que vous disiez ce que cela ça veut dire que vous avez quand même des élus, des ministres, un président de la République qui arrivent et qui sont issus en quelque sorte d'une opération de captation rapide du pouvoir, qui créent pour ce faire une organisation mais qui ne leur préexistait pas. Qu'est-ce que c'est qu'un parti politique? C'est aussi un lieu où s'élaborent lentement, parfois pendant très longtemps, des propositions, des idées, des programmes d'action. Et ces programmes, ils ne sont pas complètement du ciel, ils sont aussi étudiés, négociés, débattus. Là, on a une proposition qui certes était soutenue, pour dire dans ses grandes lignes, par la CFDT, mais qui n'avait pas, hormis quelques travaux d'économistes, et encore qui n'ont pas été suivis des faits, véritablement fait l'objet d'une délibération, d'un débat, voilà, et ça arrive comme ça sort effectivement d'un processus assez rapide, de rapports technocratiques, et évidemment, on voudrait que tous les problèmes soient réglés, que tous les Français soient spontanément d'accord et reconnaissants de ce gouvernement pour oser enfin s'attaquer au problème, mais le problème tel qu'il est posé par le gouvernement n'a pas jamais été véritablement longuement débattu. Frédéric Seyss. Alors cet article 49.3, comme son nom l'indique, il existe dans la Constitution. Après tout, le gouvernement a le droit de s'en servir. C'est arrivé à plus de 80 reprises au cours de la Ve République. Il y a une autre possibilité qui est moins connue qu'offre la Constitution, c'est ce qui s'appelle le temps législatif programmé. Cela revient à imposer un temps maximal pour chacun des partis présents dans l'hémicycle pour s'exprimer, charge à lui ensuite de l'utiliser comme bon lui semble sur des points qui lui semblent majeurs. Est-ce que cela aurait été une meilleure solution, plus démocratique que le 49.3 selon vous, et pourquoi le gouvernement ne l'a pas utilisé? Alors incontestablement, d'ailleurs c'est ce que Barbara Pompili a reproché hier, alors qu'elle est dans la majorité au gouvernement, de ne pas avoir fait, et ce que plusieurs constitutionnalistes sont étonnés que le gouvernement ne fasse pas. Qu'est-ce que c'est effectivement que le temps, ce dispositif législatif introduit par la réforme de 2008, c'est que vous avez un temps limité évidemment accordé aux différents partis représentés au Parlement pour s'exprimer, mais ça suppose que le gouvernement transmettre le projet de loi plus de 6 semaines à l'avance pour que, évidemment, chacun puisse examiner précisément et préparer justement des amendements constructifs, etc. 6 semaines, c'est le délai légal. Voilà, c'est le délai légal. Or, on se souvient que tout dans cette affaire est très largement conditionné par le timing des élections municipales, que pour des raisons qui sont en partie internes au gouvernement, il y a eu beaucoup de discussions, voire de tiraillements internes pour savoir s'il fallait ou non, par exemple, introduire cet âge pivot dans la loi.
Et donc on a perdu beaucoup de temps, et la sagesse eût effectivement été préférable si on avait utilisé cette logique de temps parlementaire introduit par la Constitution de la réforme de 2008. On aurait plus de temps pour la qualité du débat, on aurait été limité effectivement, les oppositions auraient été limitées dans le temps, mais on aurait pu avoir un débat beaucoup plus constructif. Mais alors, Frédéric Savicki, le Premier ministre, dans son intervention devant les députés samedi, a insisté. Le texte du projet de loi sur les retraites, sur lequel la responsabilité du gouvernement va être engagée, est un texte, a-t-il dit, enrichi. Il y a l'intégration d'un certain nombre de remarques, d'amendements, de modifications. Est-ce que là, ça ne signifie pas qu'on n'a pas affaire à un autoritarisme? En tout cas, c'est ce que le Premier ministre a expliqué à la tribune. C'est toute la bizarrerie quand même de cette procédure de 49.3, c'est-à-dire que le gouvernement peut imposer de fait l'adoption d'une loi sans vote, même s'il reste ensuite une deuxième lecture, mais rien n'empêche, c'est important de le dire, que le 49.3 soit de nouveau utilisé en deuxième lecture, puisque c'est le même projet, donc il n'y a pas de limitation constitutionnelle sur ce point. Donc, et la bizarrerie, c'est effectivement que le gouvernement peut à sa guise retenir, sélectionner, piocher dans les amendements qui ont déjà été votés, ou même dans des propositions qui ont été faites pour réécrire le texte. Donc on a un texte qui va être adopté sans vote, mais un texte qui est complètement à la main du gouvernement, qui peut parfaitement, effectivement, comme ça a été rappelé dans le journal, sélectionner tel ou tel aspect. Les droits des personnes handicapées renforcés, Oui, voilà. des fins de carrière aménagées, la transition vers le futur régime amélioré. Bref, il y a eu quand même beaucoup de modifications. Il y a beaucoup de modifications qui sont introduites, mais qui n'auront au final pas été votées, ce qui est quand même effectivement une bizarrerie particulièrement forte, notamment pour une loi dont les conséquences, ça c'est très important, ce sont des conséquences qui vont s'appliquer surtout à partir de 2022, 2025, 2037, donc sur une longue période de temps, et pour lesquelles il n'y avait pas d'urgence absolue, impérative à légiférer. La Constitution prévoit que l'on puisse utiliser le 49.3 pour une loi de finances ou une loi de finances de la sécurité sociale. Bon, là, évidemment, s'il n'y a pas de budget, on ne peut pas fonctionner. On peut comprendre que cette procédure existe, mais là, pour une loi de long terme, dont les effets ne sont pas absolument immédiats, c'est étrange. Parce que ce gouvernement n'est pas le premier à utiliser le 49 alinéa 3, bien sûr. Raymond Barre l'a utilisé 7 fois, Pierre Mauroy 7 fois. Et il y a en fait, ou bien dans les gouvernements qui ont une majorité réduite, ou bien ceux qui souhaitent faire des réformes importantes, je pense au gouvernement de Pierre Mauroy, un recours au 49 alinéa 3 qui est fréquent. Par conséquent, il y a une forme de logique dans le macronisme. Alors, il était fréquent, disons, dans les 30 premières années de la Ve République. Il l'est devenu beaucoup moins par la suite, au point d'ailleurs qu'en 2008, la Constitution a été réformée pour en limiter l'usage, comme je le rappelais il y a un instant, aux lois de finances, ou à une proposition, projet de loi par session parlementaire. Donc c'est bien le signe quand même que ce dispositif est quelque chose qui est un peu, pourrait dire, contestable. Après, s'il a été beaucoup utilisé au début de la Ve République, c'est aussi très largement parce que les majorités étaient divisées, voire n'existaient pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été introduit dans la Constitution. Là, on est dans un cas de figure quand même très particulier d'un gouvernement qui dispose d'une majorité large. Alors, vous allez me dire, vous parliez tout à l'heure des grandes réformes engagées entre 81 et 86, mais là, par exemple, les lois de nationalisation, qui étaient quand même une des réformes les plus importantes, n'ont pas été votées par le 49.3. Et là, dans le cas d'espèce de la réforme des retraites, ce que je rappelais il y a un instant, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire, pour les grandes réformes de 81, il y avait la volonté, effectivement, d'introduire une rupture dans le modèle social, mais immédiatement, il fallait mettre en place la décentralisation tout de suite, il fallait augmenter diminuer l'âge de la retraite tout de suite. Bon, là, on n'est pas dans cette épure, et les temps, j'allais dire aussi, ont changé. C'est-à-dire que le 49.3, dans une société où vous avez un gouvernement qui est malgré tout, qui a une assise minoritaire dans le pays à cause du mode de scrutin et de la manière dont se sont déroulées les élections présidentielles, qui fait face à des
des contestations depuis les Gilets jaunes jusqu'à des traites considérables. On peut comprendre effectivement que cette brutalité émeuve, même si elle ne surprend pas. Justement, il y a eu des manifestations peu après l'annonce de ce 49.3 samedi, manifestations spontanées organisées sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, devant l'Assemblée nationale, manifestations aussi dans certaines villes de France et devant les permanences de députés ou du candidat Darmanin à Tourcoing, qui est aussi ministre des Comptes publics. Qu'est-ce que cela traduit selon vous ? On l'avait vu quand même déjà lors de l'utilisation du 49.3 par Manuel Valls, notamment sur la loi travail, que ce 49.3 est devenu en quelque sorte le symbole de la brutalité du gouvernement, ou en tout cas du refus de dialogue, du refus de compromis, du refus de négociation. Donc on ponctue cette procédure. Moi, je la rapporterai aussi évidemment à un phénomène qu'on ne trouve pas simplement en France, on l'a vu récemment et actuellement au Chili, c'est qu'il y a de plus en plus effectivement de contestations sociales qui s'adressent aussi au système institutionnel et qui revendiquent un changement des institutions. On l'a vu avec la fureur qu'il y a autour du RIC pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais il y a une contestation aujourd'hui démocratique qui est appropriée, y compris par des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes évidemment de la Constitution et qui remettent en cause notre mode de gouvernement. Et on peut dire que le président Macron, en incarnant le jupitérisme, je dirais jusqu'à plus soif, ne fait effectivement qu'attiser cette colère. C'est-à-dire non pas seulement changer la loi, mais la manière de faire la loi. Absolument. Je pense que le 49 ans en soi ne pourrait ne pas poser problème dans une situation, on pourrait dire, où un gouvernement dispose d'une très forte légitimité et où son programme a été adopté par une majorité très très forte. Mais là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Ça arrive plutôt à un moment où ce gouvernement a, on pourrait dire, une légitimité faible. Et donc, du coup, on se focalise sur le 49.3, mais au fond, pour critiquer l'extrême présidentialisme. Bon, mais Frédéric Savicki, c'est traditionnel aussi que l'opposition critique le recours au 49.3. J'ai quelques morceaux choisis. François Hollande, qui en 2006 disait le 49.3 est une brutalité. Le 49.3 est un déni de démocratie. Le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire. Ça ne l'a pas empêché, quelques années plus tard, d'évoluer. C'est bien pour ça qu'il y a des lois et qu'il faut les changer. C'est-à-dire que si on ne compte que sur la vertu des gouvernants, bien évidemment, on peut toujours attendre très très longtemps. C'est-à-dire que quand les hommes politiques ou les femmes politiques ne sont pas au pouvoir, ils sont dans l'opposition, ils mesurent effectivement à quel point c'est brutal, et puis ils sont bien contents effectivement de l'utiliser. C'est pour ça probablement qu'il faudrait en borner ou en limiter davantage l'usage. Est-ce que ça veut dire que finalement aujourd'hui la question de la légitimité démocratique, elle n'est plus uniquement une question de légitimité constitutionnelle, puisque le recours au 49.3 là en l'espèce, il ne pose pas de problème particulier sur le plan constitutionnel, Frédéric Savicki? Vous posez une vraie question, et là-dessus, les enquêtes que l'on peut mener ou qui ont été menées ne donnent pas des résultats très clairs. Est-ce que la Ve République reste un régime légitime, et est-ce que les Français sont attachés, au fond, à cette forme d'extrême concentration des pouvoirs dans les mains de l'exécutif? Constitutionnellement, la réponse est oui. Oui, constitutionnellement, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'il y aurait aujourd'hui une majorité de gens pour considérer qu'il faille passer à une 6e République avec un pouvoir parlementaire davantage renforcé, avec plus de démocratie participative sous la forme du référendum, par exemple, ou d'autres dispositifs analogues? Les Français sont partagés parce qu'évidemment, l'argument puissant, c'est le souvenir exagéré, d'ailleurs, on pourrait dire, de l'instabilité parlementaire de la 4e République. Et donc, évidemment, c'est l'adhésion... Le 49.3 était là pour lutter contre cette instabilité. Absolument. Donc, il y a cette adhésion quand même effectivement forte à cette idée que ce serait le chaos. Il y a des exemples étrangers qui sont sans cesse rappelés. Sauf que la situation de la 4e République n'est plus la même aujourd'hui. La société a complètement évolué. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une attente en tout cas, sinon de participation, du moins de contrôle sur les gouvernants. Il y a des exigences aujourd'hui à être entendues. Il y a des moyens et des dispositifs, notamment effectivement grâce au numérique, de consultation
d'information, mais aussi d'information des citoyens, qui fait que les gens ne sont pas prêts à s'en remettre comme ça, pieds et poings liés à une personne. Alors, ce qu'il faudrait évidemment, c'est que les Français, dans l'idéal, changent leur comportement. C'est-à-dire tout le problème vient aussi du fait qu'ils ont donné une majorité absolue de députés à l'Assemblée nationale au parti En Marche et qu'ils se sont abstenus très massivement à l'élection législative, plus de 50%, c'est incroyable. Et du coup, évidemment, vous avez un président élu avec une base de 23% au premier tour qui se retrouve avec une majorité absolue de députés après avoir fait un peu plus de 38% des voix à l'élection législative. Et on a une distorsion absolument terrible qui est renforcée par notre Constitution et il faudrait probablement introduire une dose, alors là, pour le coup, très massive de proportionnel pour obliger, en quelque sorte, notre démocratie à être davantage une démocratie, on pourrait dire, de compromis qu'une démocratie d'affrontement. Et les oppositions sont par définition encore moins proportionnellement représentatives. Bien sûr. Un mot sur la Convention citoyenne qui se tient en ce moment. Ça a été l'une des réponses à la crise des Gilets jaunes. 150 citoyens tirés au sort pour débattre des questions de transition écologique. Ils vont rendre leurs conclusions dans les prochains mois et ce sera ensuite à l'exécutif de s'en saisir pour les transcrire dans la loi. Emmanuel Macron s'y est engagé. Selon vous, est-ce qu'avec ces propositions qui seront faites, il faut envisager un référendum pour, là encore, remettre de la légitimité sur la décision publique, quitte à ce que, dans ce contexte, la réponse ensuite des électeurs ne corresponde pas forcément à la question qui était posée ? Alors, oui, pourquoi pas, hein, je pense... alors, le point que vous évoquez classiquement sur le référendum, c'est que les électeurs votent pour autre chose. Bon, je pense que si cette proposition de loi, d'une certaine façon, qui deviendrait un projet de loi référendaire, émane de cette convention citoyenne, donc de citoyens largement, enfin essentiellement tirés au sort, on peut penser quand même que ça ne soit pas interprété immédiatement comme un vote pour ou contre le gouvernement et le président de la République. Donc, là-dessus, je pense que justement, on aurait un cas intéressant, on pourrait dire, où les citoyens seraient appelés à se prononcer sur une proposition qui émane de citoyens. Voilà. Alors, tout dépend évidemment de ce que retiendra le président des propositions des citoyens. Si on s'aperçoit que les propositions qui seraient retenues seraient opportunément, en quelque sorte, utilisées pour renforcer sa popularité en laissant de côté tout ce qui pourrait fâcher les lobbies ou certains de ses soutiens, là, on risquerait effectivement d'avoir un fiasco. Juste une remarque aussi sur cette convention citoyenne, c'est que on peut effectivement à la fois se féliciter de cette existence et de se dire mais pourquoi n'a-t-on pas fait la même chose sur la réforme des retraites qui est typiquement aussi une réforme de long terme, typiquement quelque chose qui engage des intérêts multiples et pour lesquels il serait intéressant d'avoir un point de vue justement de citoyens éclairés, non pris directement en quelque sorte dans le débat. Et je pense que là il y a pour dire il y aurait une occasion en tout cas pour d'éventuelles oppositions demain de se dire on remet tout à plat et pourquoi si ça a marché sur le climat on n'est pas capable de le faire aussi sur les retraites. Alors justement, lorsque vous interrogez sur la fin des partis, puisque c'est le titre de l'ouvrage que vous signez avec Igor Martinache, Frédéric Savicki, vous dites que la présidentialisation de la République a changé beaucoup de choses, notamment sur le sort des partis politiques. Est-ce que le fait qu'on soit passé à un régime présidentiel avec un quinquennat n'est pas aussi une explication de cette évolution profonde du rôle du Parlement ? Alors, c'est clair qu'il y a plusieurs constitutions de la Ve République. C'est-à-dire il y a la constitution des débuts, sous De Gaulle, avec un usage massif du référendum. Ensuite, on a une phase, après la mort du général De Gaulle, pour dire, où les partis reprennent en quelque sorte la main. Et on voit bien que les leaders, d'ailleurs, qui vont devenir président de la République, étaient des chefs de parti. Et puis, on a, depuis la réforme de 2002 et le passage au quinquennat, une espèce d'accélération, effectivement, du temps politique et d'alignement très fort, beaucoup plus fort qu'avant encore, du résultat des législatives sur les résultats présidentiels et une personnalisation extrême du pouvoir, une centralisation qui d'ailleurs se traduit par le fait que maintenant pour examiner les lois, on utilise quasiment une fois sur deux la procédure accélérée, comme pour d'ailleurs les retraites, et il faut faire vite en fonction effectivement du tempo électoral. Alors avec ce qui s'est passé en 2017 avec Macron et Mélenchon, je les mets on pourrait dire là-dessus dans la même catégorie, on a effectivement pour la première fois sur la Ve République l'émergence de partis personnels, c'est-à-dire de gens qui créent un parti
uniquement à des fins de conquête du pouvoir présidentiel. Et là, on voit effectivement, je pense aujourd'hui, les limites de cette on pourrait dire, de cette dérive, si je puis dire, d'extrême présidentialisation, c'est qu'on a des partis qui n'ont, on le voit pour les municipales, pas de base locale, pas de lien habituel, on pourrait dire, avec la société, avec différents relais dans la société, et qui, du coup, essayent d'imposer vite pour pouvoir espérer être élus beaucoup de propositions de réforme, parce que c'est ça qui les légitime, puisqu'ils n'ont pas une légitimité historique, pourrait-on dire, c'est l'action qui peut légitimer, et qui brutalise effectivement la société avec tout ce qu'on voit. Donc je pense qu'il serait temps que les partis reprennent en partie la main, si je puis dire. Mais alors, précisément, est-ce que c'est possible, puisque même si le livre que vous publiez a un point d'interrogation, on a l'impression que là, on n'est plus du tout au parti, y compris d'ailleurs dans d'autres pays. Je pense par exemple aux États-Unis, où on voit bien que le Parti démocrate n'a pas véritablement la maîtrise de la primaire et de l'investiture des candidats. Le Parti démocrate n'a pas la maîtrise, mais il a quand même, je dirais, le monopole d'organisation de la primaire. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous n'avez pas de candidats indépendants qui parviennent à devenir président des États-Unis. Ils doivent à un moment ou à un autre s'aligner, rentrer dans le jeu. Donald Trump n'était pas un républicain typique. Bernie Sanders n'est pas membre du Parti bien sûr, démocrate. mais néanmoins, pour voter aux élections primaires, dans les caucus, sauf exception, il faut quand même s'affilier au Parti démocrate ou au Parti des républicains. Bon, parfois, c'est ouvert aussi aux indépendants, et donc faire signe quand même d'allégeance. Et n'oublions pas non plus que le Parti démocrate, comme le Parti républicain, ont un rôle assez important de collecte de financement. C'est-à-dire qu'il y a des financements pour dire que les candidats directement reçoivent, mais ils ont aussi l'appui, notamment dans la phase finale, une fois que la sélection est faite, de la grosse machine à ramasser de l'argent. Et ils sont très tributaires, malgré tout aussi, des soutiens, on pourrait dire, traditionnels de ces partis. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Bon, voilà. Donc, pour ce qui est de la France, les primaires ont été introduites et c'est intéressant, mais à la différence des États-Unis, on pourrait dire, elles sont restées une affaire interne, de cette façon, au parti. Les organisations sociales, les associations, les syndicats, les groupes de citoyens se sont peu emparés de ça, ès-qualité, si j'ose dire. À titre individuellement, oui, mais pas ès-qualité. Ils auraient pu, à ce moment-là, effectivement, proposer de soutenir des candidats, moyennant que ces candidats soutiennent, en quelque sorte, leurs propositions à la manière américaine. Et je pense que c'est sans doute une voie à suivre quand vous avez la vitalité, aujourd'hui, des mouvements sociaux en France, sur le plan, aujourd'hui, des retraites, mais aussi des gilets jaunes, ou même des mobilisations contre des milieux catholiques. Il faut bien à un moment que les partis s'emparent de ça et traduisent ça en programme d'action publique. S'ils ne le font pas, eh bien, au fond, ils sont sans cesse en but au cours de leur mandat à des stratégies de guérilla permanente. Frédéric Seyss. Alors on va avoir du mal au soir des 15 et 22 mars prochains pour les élections municipales à discerner vraiment les gagnants, puisque comme vous l'avez dit, les listes sont de moins en moins identifiables, les logos ne sont plus affichés, on s'affiche moins comme appartenant à un parti politique. Mais est-ce que ce n'est pas d'un autre côté une bonne nouvelle également d'avoir mis fin à cette sorte de discipline, là encore un peu autocratique, à l'intérieur des mouvements politiques, où la tête décide et les militants pyramidalement appliquent? Frédéric Savicki. Oui, rapidement. Sur les élections municipales, c'est pas quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire cette mise un peu sous le boisseau de l'étiquette partisane. Il faut regarder en détail d'où viennent en fait les candidatures. Alors, il y a effectivement des signes qui montrent qu'il y a des profonds renouvellements. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans l'histoire politique, on a des phases en quelque sorte d'ouverture des partis politiques, et aujourd'hui, ils n'ont pas le choix d'une certaine façon. Ils n'ont plus assez de militants, et quand ils ont des militants, ils ne sont pas représentatifs de la société. Rien ne dit qu'une fois, on pourrait dire, ces gens élus, ils ne deviennent pas des partisans à leur tour. Et ils auront tout intérêt à l'être, sinon des apparatchiks, mais enfin des gens qui ont besoin aussi de s'insérer dans des structures collectives. Et en soi, c'est pas forcément un mal pour coordonner son action, pour se mettre d'accord, pour arbitrer des conflits. Donc, je pense qu'on est dans une phase, en quelque sorte, d'extrême, on pourrait dire, ouverture et intérêt des partis à se renouveler. Rien ne dit que demain, on n'assiste pas de nouveau, on pourrait dire, à une phase de repartisanisation. Pourquoi ? Parce que vous pensez qu'il y a déjà eu des cycles de ce type ? Absolument. Enfin, si vous vous replacez, en tout cas pour ce qui est de l'histoire de la gauche dans les années 70, et notamment pour les élections municipales de 77, vous avez tout le cycle, on pourrait dire, post-68, où vous avez quand même un renouvellement considérable, y compris au Parti communiste à l'époque,
l'époque apparaissait comme verrouillée, de l'arrivée de nouveaux adhérents, de nouveaux militants, de gens qui viennent des associations, des syndicats et qui vont en quelque sorte voir dans les partis politiques un réceptacle en quelque sorte à leur volonté de changer la société qu'ils estiment être pas suffisamment en mesure de le faire là où ils sont, dans les syndicats, dans les associations, etc. Et qui vont devenir, dans les années 80-90, des élus, des cadres de partis politiques. Et le fait qu'il y ait de nouvelles préoccupations, je pense par exemple à l'écologie dont on a parlé tout à l'heure à 7h40 avec Cyril Dion, est-ce que ça ne modifie pas les choses? Parce que ça aussi, il y a d'abord un parti qui est aujourd'hui un parti incontournable. Je pense aux écologistes, on le voit dans la campagne pour les municipales. Et puis, il y a aussi des questions, des problématiques qui sont tout à fait nouvelles, Frédéric Savicki. Oui, alors ce serait un long débat, mais effectivement, le problème de l'écologie, c'est que ce n'est pas une idéologie politique. C'est-à-dire que vous avez des écologies, pour aller très vite, de droite, du centre, etc., compatibles avec le régime capitaliste, d'autres qui sont radicalement décroissants, etc., ce qui autorise toutes les appropriations par l'ensemble des forces politiques qui aujourd'hui prétendent toutes être, on pourrait dire, écolo-compatibles. Et toute la difficulté pour qu'un parti écologiste devienne en quelque sorte un parti central, surtout dans un système où il n'y a pas de représentation proportionnelle comme la France au niveau législatif et à cause de l'élection présidentielle, c'est effectivement d'apparaître comme un parti qui n'est pas simplement écologiste, ou en tout cas qui a un projet de société capable de fédérer des groupes sociaux extrêmement larges, faute de quoi il est, on pourrait dire, renvoyé à sa niche. Hervé Gardette agite sa gourde pendant que vous parlez. Ça veut dire quelque chose dans son langage bien à lui. Ça veut dire. Ça fait un peu langage crypté, agite sa gourde. L'écologie, voilà, mais c'est ce qu'il fait. Il a une gourde orange, il faut que je le précise aux auditeurs. Frédéric Savicki, vous restez avec nous. La fin des parties, c'est l'ouvrage que vous avez publié avec Igor Martinache aux Presses universitaires de France. Je vous présente donc mes camarades qui viennent prolonger cette émission. Il y a donc Hervé Gardette et sa gourde, mais aussi Aurélien Bélanger et Mathilde Serrel. Bonjour à tous les trois. Alors Hervé, de quoi allez-vous nous parler? De mon premier contact avec le coronavirus. Mathilde Serrel. Du Festen, du cinéma français. Et enfin Aurélien Bélanger. De Dyson, l'autre, pas celui des aspirateurs. Ça sera dans quelques instants, 8h47 sur France Culture.